Maître Manix, vous avez suivi le président Ouais, j'ai suivi. face à la jeunesse. Ouais. Le président qui était fier de son choix vis-à-vis du ministre de la Jeunesse. Ça fait parler, hein? Mais ouais, mais franchement, Elie, quand j'avais suivi ça, la seule impression que j'avais, en ce moment-là, je m'étais dit, Monsieur le Président, c'est quoi encore cette histoire? Ah, mais Hassan a raison, c'est-à-dire que... Ouais, Nabo Ite Kazan a raison, mais après, plébiscité grâce Coutinho comme... Mais qu'est-ce qui a dérangé finalement? Parce que moi, j'ai regardé un peu le réseau et tout ça. J'ai trouvé que beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Non, mais c'est normal. Parce que grâce Coutinho n'inspire pas confiance. Parce que grâce Coutinho ne correspond pas à la hauteur pour laquelle le président de la République l'a placé. Mais ça, c'est remettre la capacité à choisir du président de la République. Surtout que lui, il est revenu, il a assumé. Mais bon, moi, je pense, pour être sincère à un moment donné, parce que après, on ne va pas dire que grâce Coutinho est mauvaise, le président l'assume et que le président est bon. Non, mais bon, après, il faut s'interroger sur la finalité. Parce qu'il y a deux étapes. L'étape du choix du président de la République et l'étape de l'appréciation du peuple par rapport à ses attentes. Surtout que le président a dit qu'il a trouvé la personne adéquate, qu'il était convaincu quand Grace Coutinho a parlé. Lui, il était convaincu. Mais c'est ce que je dis. Mais Grace Coutinho ne convainc pas le peuple. Le président était convaincu. Convaincu de quoi? Convaincu des paroles. De sa vision sur la jeunesse. De sa vision sur la jeunesse. Mais après, est-ce que le président est convaincu sur les actions de Grace Coutinho en tant que ministre de la jeunesse? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs les actions? Moi, personnellement. Moi d'ailleurs, j'ai toujours dit, s'il y a un ministère inutile que l'on doit supprimer à tout prix dans ce gouvernement, c'est les ministères de la jeunesse. Pour moi, la jeunesse, le ministère de la jeunesse ne résout aucun problème. Non, c'est là où moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas d'accord parce que je pense que dans un pays où la jeunesse représente plus de 60% de la population, je pense que un ministère dédié à la jeunesse est très, très important. Maintenant, le problème, c'est dans la description, dans l'utilité. C'est-à-dire, ce ministère-là doit servir à quoi exactement? Et puis, les gens ne comprennent pas. Mais un ministère dédié à la jeunesse, moi, je pense que ce n'est pas ce que les ministres qui passent par là font. Je crois qu'un ministère dédié à la jeunesse, ça doit être un ministère de lobbying. Ça veut dire un ministère, un peu comme un ministère en relation avec le gouvernement pour faire le lobbying de tout ce que le jeune peut faire, entreprendre, de tous les secteurs qui concernent les jeunes. Mais moi, je suis bien d'accord avec vous. Quand vous le considérez déjà comme un ministère de lobby, je suis d'accord. Ouais. Mais ma petite inquiétude, c'est au niveau du fait de consacrer tout un ministère dans un gouvernement avec un portefeuille et avec un budget d'accompagnement. Alors que ces ministères-là n'ont pour vocation que de faire le lobby pour le compte de la jeunesse. C'est important. Mais le lobby, c'est important. Si c'est pour le lobby, c'est nécessaire. C'est indispensable. Cher Elie, si c'est pour le lobby, le Conseil national de la jeunesse peut mieux le faire. Et non un ministère. Non, mais les ministères chapeautent justement le Conseil national de la jeunesse. Non, mais justement. De sorte à ce que voilà, l'organisation soit un peu plus impeccable. Parce qu'un ministre qui est doté des fonctions a la facilité de parler à ses collègues ministres aussi. Alors qu'un Conseil national de la jeunesse, on peut toujours être buté à des problèmes de réseautage, de disponibilité des ministres, tout ça. Mais par exemple, Madame Grace Coutinho, aujourd'hui, elle a la facilité de prendre son téléphone, d'appeler par exemple son Excellence Jean-Pierre Liaou pour lui dire « Bon, écoutez, nous on a étudié, on a vu que les jeunes finissent les études, mais la fonction publique ne sait pas engager les jeunes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Moi, je pense que c'est un ministère très important. En plus, on est en politique. C'est un ministère qui doit garantir les mandats du président de la République. Parce que c'est un ministère qui vend les actions, qui doit vendre les actions du président de la République. J'ai dit les actions du président de la République auprès de la jeunesse. Mais en même temps, le ministère de la Jeunesse résout quoi de façon spécifique
en termes des problèmes de la jeunesse. Ça, c'est Parce que vous avez évoqué la fonction publique, il n'y a pas que ça. Le problème de jeunes, par exemple, dans le secteur de l'éducation, ce n'est pas au ministère de la Jeunesse de résoudre le problème de jeunes au secteur de l'éducation. Au secteur de l'éducation. Il y a un ministère de l'éducation qui existe. Mais le ministère de la Pour Jeunesse... l'emploi de jeunes, oui. Il y a un ministère de l'emploi qui existe. Ouais. Pour la formation professionnelle de jeunes, il y a un ministère de la formation professionnelle de jeunes qui existe. Pour la santé des jeunes, etc. L'entrepreneuriat, il y a tout un ministère déjà qui existe. Et donc, moi, je me demande, qu'est fait le ministère de la Jeunesse pour le jeune, de façon spécifique? Et on si c'est pour les plaidoyer, alors je pense, au-delà du Conseil national de la jeunesse, il y a pas mal de structures, des associations, des ONG, de jeunes qui peuvent faire des plaidoyers auprès des ministères sectoriels pour plaider les cas. Et on constate d'ailleurs, entre nous, soit dit, que la ministre elle-même ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Si déjà les ministres... Elle est dans les consultations, voilà. Moi, je trouve même qu'elle a exposé les présidents de la République en mettant en face de lui les jeunes dans un contexte aussi sécuritairement compliqué, parce que c'était quand même le lendemain de la prise d'Ouvira, même si messieurs... rassurez-vous, si les présidents n'auraient pas dû y aller. Non, pas du tout. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'est vrai, pour cette activité-là, la ministre était peut-être... elle était intéressante dans le poème. Et le poème a plu le président. Peut-être bien. Mais bon, après, le problème des jeunes reste pendant. Et il y a encore la polémique autour de ces jeunes-là qui, soi-disant, est déjà dans le couloir du pouvoir, ce genre de choses. Et aussi le propos du président de la République sur l'armée. En parlant du jeune... J'ai vu que vous êtes plutôt d'accord avec les termes utilisés par le président de la République. Les clochards, armée des clochards. Je reviens d'abord sur cette question de ce jeune-là, qui est aujourd'hui critiqué en longueur de journée par d'autres jeunes. Mais il y a une chose que beaucoup ne comprennent pas. Les gens pensent que quand on rencontre la première dame, on gagne la vie. Les gens pensent que quand on rencontre le président de la République, on trouve une opportunité. En tout cas, en ce que je sache, cela n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas, en tout cas. Moi, la première dame ne donne pas de l'argent à qui le veut ou n'importe comment. On peut rencontrer la première dame et ne rien recevoir. Ouais. On peut rencontrer le président de la République. Ne rien recevoir aussi. Moi, c'était le cas pour moi. J'ai rencontré le président de la République. Maître, Yomoro Twitter, le but que ta première parcelle, tu as acheté. Non, ce n'était pas. Le but avait appelé ça au 100K. Non, pas du tout. Moi, j'ai proposé une idée pour la campagne du président de la République. On t'a payé pour ça. Et on m'a payé pour ça. Ça n'a rien à voir avec ma rencontre avec le président de la République. Et le jour que j'avais rencontré le président de la République, moi, je n'avais rien reçu. Protocole et s'occupant Non, pas du tout. J'ai échangé avec le président pendant quelques minutes. Et puis après, on a pris une photo. Une petite révélation, vous savez, ces jours-là, j'avais tellement transpiré. Quand j'ai demandé au président de la République si on pouvait prendre une photo, il m'a dit « Ok, d'accord, avec plaisir. » Je prends mon téléphone. J'ai fait un selfie. Alors pendant que j'appuyais sur le bouton de la caméra, ça ne marchait pas. Et j'ai fait toute une minute en train d'appuyer. Et directement, le ministre Patrick Mouilla a été très souple. Il dit « Non, Manix, laisse, je vous prends la photo avec mon téléphone. » Et c'est le ministre Patrick Mouilla qui nous a pris cette photo. Pour moi, c'était une très grande marque de simplicité, d'humilité et même de souplesse et surtout de coopération. Coup de chapeau et salutations à M. Patrick Mouilla. Il est vrai qu'humainement, c'est quelqu'un de chaleureux, c'est quelqu'un de bien. En tout cas, Mouilla, c'est quelqu'un de très bien. Et c'est d'ailleurs lui qui avait beaucoup plus facilité dans le cadre du concept Fachi Azananou. Tout a été fait avec lui. On a eu à parler, on a organisé plusieurs séances de travail autour de ce concept-là pour la campagne du président de la République. En tout cas, tout était OK. Clochard, armée des clochards. Non, mais président Kosita. Kosita? Président Kosita? Non, pas du tout. C'est vraiment une armée de clochards. Ouais. Mais la question, c'est qu'est-ce que lui, il en a fait aussi? Parce que la question se pose. Bon, admettons, vous avez trouvé une armée de clochards. Ça fait 7 ans.
En 7 ans, on peut faire quelque chose dans l'armée. Non, mais il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Bon, en fait, il faut qu'on soit président de la République dans le contexte. Et je crois qu'il était très clair. Il a dit, j'ai trouvé une armée des clochards. C'est l'armée qu'il avait trouvée dans cet état-là. Et dès ce moment-là que le président avait trouvé l'armée, jusqu'à aujourd'hui, Marambo Ebele est Salami. En termes de conditions salariales des militaires, en termes d'accompagnement logistique. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Le taux de la corruption dans l'armée est quand même scandaleux. Parce que je ne pense pas que les militaires touchent ce qui leur a été ajouté. En tout cas, pas tous. Non, mais les soldes de militaires a été doublé. Oui, les soldes des militaires a été doublé, mais encore qu'il faut qu'ils les touchent tous. Je ne pense pas qu'ils les touchent tous. Il y a quand même beaucoup de corruption dans ça. Mais moi là où je ne suis pas d'accord avec vous, je trouve que d'abord, les présidents n'avaient pas à dire ça. Je trouve. Parce que le contexte, il est lequel? Le contexte, il est quand même celui où nous sommes agressés par le Rwanda via les supplétifs de M23 et que les territoires se font récupérer. On a besoin de la morale de FARDC. Surtout qu'on sait qu'il n'y a pas de résistance, que le commandement est en train à chaque fois de rebrousser chemin à chaque fois que le rebelle avance. Et moi, je trouve que c'était un discours un peu moralement dégradant, dans le sens où ça n'avait pas lieu d'être. Ça, c'est de un. Et de deux, s'il a amélioré l'armée, c'est quand même l'armée qui l'a améliorée qui ne se bat pas. Bon, en fait, il faut pas mélanger les choses. C'est comme ça que j'ai parlé de contexte. Le dire, c'est pas démoraliser les FARDC ni les critiquer, mais il n'y a pas de résistance. On doit être d'accord. Ça, je ne refuse pas. Ouais. Mais restons dans le contexte du mot utilisé par le président de la République. Les présidents parlent de clochards. Armée des clochards, c'est-à-dire c'est une armée dont le militaire sont de pauvres, des misérables, des minables, des militaires qui vivent dans des conditions déplorables. C'est ça, en fait, une armée des militaires clochardisés. En même temps, les gens opposent le discours du président de la République, ces discours datant, lorsqu'il disait que j'ai trouvé une armée structurée, organisée, par rapport au discours traitant nos militaires de clochards. Quand on parle d'une armée structurée, ce qui est évident, le président de la République a trouvé une armée structurée. L'armée structurée, c'est-à-dire une armée constituée de toutes c'est une armée constituée de toutes ces unités. Et la chaîne de commandement est La chaîne de commandement, les régiments, les sections, le commandement, toutes les unités qui constituent l'armée. Et au-delà de ça, il y a même des entités qu'on peut appeler autrement compartiments et armées, notamment la force terrestre, force navale, force aérienne, etc. etc. On a des structures spécialisées, notamment les écoles de défense, etc. Et le président Tshisekedi a trouvé toute cette structure-là. Et à ces moments-là, il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux conditions des militaires. On peut avoir de l'eau, s'il vous plaît? Moi, j'ai toujours dit, on peut avoir une armée structurée, mais avec des militaires clochardisés. Mais la question, non, mais moi, la question de ma réflexion, c'est que cette armée qu'il a trouvée des clochards, si je comprends bien, tu l'as dit en termes de conditions sociales et humaines. C'est-à-dire que les salaires étaient bas, les conditions de vie militaire n'étaient pas. Mais cette armée a quand même résisté en 2012-2013 face au M23. Il y a eu une manœuvre diplomatique, je suis d'accord, pour le retrait, mais l'armée avait résisté. Mais cette armée à qui on a doublé de salaire, cette armée où les officiers sont de plus en plus riches aujourd'hui, cette armée où on a sorti le soldat moyen de sa condition de clochard, elle ne se bat pas. Bon, c'est peut-être ça le compte. Il y a matière à réfléchir dedans. Du point de vue de critères dissuasifs de l'armée congolaise, faisant d'elle capable de sauvegarder l'intégrité territoriale et même d'assurer l'intangibilité de nos frontières, je pense qu'à ces niveaux-là, il y a à boire et à manger. Ouais. Vous le savez, ce n'est pas un secret que notre armée est infiltrée. Infiltrée? Notre armée subit beaucoup de problèmes. Comment ça, infiltrer? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, infiltrer? Il y a infiltrer? des intrus au sein de l'armée congolaise. Moi, je ne sais pas comprendre ces discours-là. Il y a de sujets rwandais qui étaient au sein de notre armée.
il y a des militaires qui étaient au service de l'ennemi. Il y a des gens qui faisaient le double agent. C'est-à-dire, ils servent la République au sein de l'armée et en même temps, ils divulguent les informations secrètes. La traîtrise dans l'armée, ça existe un peu partout. Hein. Quand vous Non, prenez par exemple l'histoire de la RDC, je crois que ça a pris un peu de l'ampleur et ça fragilise l'armée. J'essaie de comprendre, je comprends votre discours. Je comprends ce que vous dites. Bon, permettez-moi, je vais vous tutoyer parce qu'on se connaît quand même. Je comprends ce que tu dis et dans l'entendement des Congolais, quand on dit l'armée est infiltrée, on pense à le brassage, le mixage, ça a permis l'infiltration de l'armée. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse-là. Parce que dès qu'on commence à dire que l'armée est constituée des Rwandais, comment on fait pour reconnaître ces Rwandais-là? On risque de tomber très rapidement dans un discours très identitaire. Ça veut dire que c'est lui dont les faciès tend à ressembler à un gars, à un Tutsi de Kigali, va être très rapidement confondu à un Rwandais, alors que nous aussi, on a des Tutsis congolais. C'est très dangereux de commencer à faire... Bon. Mais je ne dis pas que la traîtrise au sein de l'armée, ça n'existe pas. Je dis, ça existe comme dans toutes les armées du monde, et surtout quand on sait que les officiers font beaucoup en termes de commerce, ils contrôlent des zones minières et tout ça. Donc la traîtrise, c'est aussi au nom de leurs propres intérêts. Mais ces discours-là, je trouve que ça nous ramène vers un discours identitaire et qui est dangereux, à mon avis. Bon, discours identitaire, moi je ne pense pas. Parce qu'il y a une réalité qui existe. Dans notre armée, nous avons déjà connu un général d'état-major qui, du reste, était un sujet rwandais. Je parle de James Kabarebe, lors de l'entrée de l'AFD avec M. Laurent Désiré Kabila. Et il n'y avait pas que lui. Il y avait beaucoup de sujets rwandais qui étaient infiltrés au sein de l'armée congolaise. Maintenant, la question, à quel moment nous avions procédé par l'exfiltration de ce genre, extirper ces infiltrés, une politique de toilettage au sein de l'armée pour dégager tous les intrus rwandais qui étaient au sein de l'armée. Je pense que nous ne l'avons jamais fait. Et lorsque le président Tshisekedi est venu, il faudrait procéder par ces toilettages-là, dégager. Mais en même temps, pendant que nous évoluons dans la bataille avec l'ennemi, on découvre qu'il y a des gens qui font le jeu de l'ennemi. Et vous trouvez que c'est la raison pour laquelle les FARDC ne se défendent pas? Non, ça fait partie des raisons. Okay. Ça fait partie des raisons. Mais il faudrait aussi admettre que le gouvernement congolais n'a pas levé l'option de faire une guerre militaire, même si nous sommes déjà dans la défensive, parce qu'à l'est du pays, il y a eu des militaires qui se sont battus contre les ennemis, même si Goma, au final, a été pris par les rebelles, autant pour... Il y a les Wazalendo aussi qui se battent. Il y a les Wazalendo de l'autre côté qui se battent aussi. Mais je crois qu'il y a un problème d'efficacité. L'armée congolaise a accusé beaucoup de faiblesses, ça il faut qu'on se le dise. Mais après, l'option du gouvernement était beaucoup plus diplomatique que militaire. Puisqu'on parle de la diplomatie, justement, moi je voudrais avoir ton avis, parce qu'on est dans une discussion à bâton rompu, hein, on essaie de réfléchir sur l'actualité, sur le pays. On a tous appris que le M23, enfin le communiqué, ils vont se retirer. Ouvira ne sera plus sous occupation d'un M23. Bon, ils posent quand même des conditions là-dessus, mais en tout cas, ils l'ont dit, ils vont se retirer. Parce que c'était quand même très étonnant de voir qu'au lendemain de la signature de l'accord de Washington, que Ouvira soit pris par la rébellion. Qu'est-ce que ça vous dit? Comme ça, là, de manière chaude, ça vous a dit quoi? Est-ce que c'est Washington qui commence déjà à peser? C'est les accords de Washington qui pèsent? Je vais vous attendre et puis peut-être je dirai un mot là-dessus, moi aussi. Cher Eli, moi je disais ça il y a longtemps, que le Rwanda est comparable à un serpent à double tête. Il y a une tête qu'on appelle le Rwanda, Kigali, et il y a une tête qu'on appelle les supplétifs, le M23 et l'AFC. C'est-à-dire, si vous réussissez à couper la tête par la voie diplomatique, bien entendu, la tête du Rwanda, rassurez-vous qu'il y a une tête qui reste, celle des supplétifs du Rwanda. Alors, en l'occurrence, le M23. Le M23 à l'AFC.
Nous sommes allés dans un terrain des négociations sous la médiation des États-Unis d'Amérique et nous sommes arrivés à signer un accord de paix entre la RDC et le Rwanda, ce qui est une bonne chose. C'est une tête coupée. On a coupé la tête du Rwanda. Mais on a coupé la tête du Rwanda sur le plan diplomatique. Je Parce que dans cet accord, c'est vrai, on a insisté sur le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais, mais qui s'identifie dans le groupe M23, l'AFC. Et donc, le Rwanda comme État officiellement reconnu dans la bataille, en termes d'agression rwandaise contre le Congo, la tête du Rwanda a été coupée par l'accord de Washington. L'accord de Washington. Je ne partage pas ce propos, mais bon, je vais y revenir. Mais seulement, la tête des supplétifs continue encore de bouger. Et c'est comme ça que le Rwanda, dans sa malice diplomatique, sachant que sa tête a été déjà au départ coupée, et le Rwanda active maintenant la tête de ses supplétifs. Et c'est comme ça qu'au lendemain de la signature de l'accord, le M23 a frappé. Pour dire ça ne nous concerne pas. C'est pour dire que, voilà, le problème du Congo, moi, le Rwanda, j'ai déjà lavé mes mains. La rébellion et les Congolais. J'ai fait une paix de braves, comme le président l'avait souhaité, le président Tshisekedi. Et moi, je n'ai plus de problème. C'est un problème entre Congolais. C'était ça le stratagème du Rwanda. Et autre chose, cher Eli, vous savez, moi j'ai été déjà dubitatif par rapport à cet accord. Je me posais un certain nombre de questions. Je me disais, est-ce vraiment une garantie, une fois l'accord est signé entre les deux États, aussitôt l'accord est signé, est-ce que les troupes rwandaises sur le territoire congolais vont se retirer? C'était ça ma question. La deuxième question, je me disais, mais est-ce que les médiateurs auraient la posture d'un médiateur shérif, c'est-à-dire capable de fouetter, de sanctionner la partie qui ne va pas respecter la clause? Et en troisième lieu, je me disais, quelle serait la finalité de tout? Et je pense qu'aujourd'hui, on me donne raison. L'accord a été signé, mais le Rwanda continue de frapper la RDC. Les M23 continuent de prendre des territoires. Et ce qui explique effectivement la duplicité diplomatique, ces jeux d'hypocrisie diplomatique qui endorment malheureusement la RDC. On fait perdre le temps, les énergies et même de l'argent dans le lobby qu'on a utilisé. Et au final, il n'y a pas de paix. Moi, ça, c'est la RDC qui est perdante. Je ne suis pas d'accord avec, d'abord avec ton introduction, ni avec ta conclusion. Moi, je pense que l'accord est respecté. Mais je ne dis pas que l'accord est à notre faveur. Mais l'accord est respecté. Quand tu regardes l'accord, nulle part on dit que le Rwanda va retirer ses mesures défensives sans contrepartie. La contrepartie du Rwanda, c'est que la RDC doit aussi neutraliser les FDLR. Et quand on regarde l'aspect définitionnel qu'on donne au FDLR, c'est un piège dans lequel on s'est mis tout seul, parce que c'est extrêmement compliqué. Hier, le Rwanda disait que les FDLR sont dans les montagnes des Kivu. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée. Personne n'a le preuve. Ça, c'est vraiment un fantasme de Kagame. Il n'y a que lui qui voit le FDLR de partout. Mais après, je vais expliquer pourquoi est-ce que ça l'empêche de dormir. Et ensuite, moi, je pense, encore une fois, que la tête du Rwanda n'a pas été coupée. Parce que rappelle-toi, cher maître, c'est nous qui sommes allés chercher Washington. Parce qu'on a voulu utiliser en fait, la méthode du Rwanda depuis très longtemps. C'est de dire, voilà, je vais apporter cette guerre, emmener cette guerre sur un aspect d'intérêt économique. Et les intérêts économiques vont faire que ça va peser sur la politique, ça va peser ensuite sur la sécurité. Et quand nous, on est allé chercher Washington, c'est Washington qui est allé ensuite ramener Kigali sur la table des négociations. Donc, non mais c'est pareil aussi, pour Doha, c'était Kigali qui était allé vers
vers le Qatar. Justement. Et l'occasion faisant le larron, le Qatar a Arabe, invité la RDC. La RDC. Parce que la RDC, le problème au Qatar, c'est les M23. Et les M23 est considéré, et on a convaincu le monde entier que c'est un problème congolo-congolais. Bon, moi je crois à cette thèse parce qu'on ne va pas dire que Bissi, moi, Nanga ne sont pas des Congolais. Ils se battent pour des mauvaises raisons. On est d'accord là-dessus. Des Congolais, oui, mais de mauvaise qualité. Hein, des mauvaises qualités, je suis d'accord avec toi. Ils se battent pour des mauvaises raisons. Ouais. Ils n'ont aucune raison de prendre les armes pour tuer leurs frères. Mais en tout cas, on ne va pas leur régner leur congolité. Donc, j'étais en train de dire que c'est Washington qui a fait revivre Kigali. Et admettons qu'on a quand même signé un accord qui ne prévoit aucune mesure contraignante, qui en effet, à la limite, c'est un papier pour faire le beau, pour faire la photo et permettre à Trump ensuite d'aller faire son show comme il a fait en disant que voilà, on les suppliait pour venir prendre nos minerais. Et deuxièmement, je pense personnellement, ou je ne suis pas d'accord avec l'accord de Washington, je pense personnellement que l'accord de Washington, en fait, est l'aboutissement. L'échec de l'accord de Washington prouve l'échec du raisonnement selon lequel les conflits dans les Grands Lacs est essentiellement lié aux intérêts économiques. J'ai entendu beaucoup d'intellectuels congolais, vous vous rappelez même quand les Congolais sont revenus de Washington, il y a eu une émission sur Top Congo où tout le monde est allé dans ce sens-là. Il y avait l'actuel gouverneur de la banque, M. Cheo Kitoudou, l'ancien ministre Lutudu là aussi. Tout le monde dit que si les Rwandais nous attaquent, c'est pour venir piller nos minerais. Donc, si on va vers les Américains, on leur donne ces minerais-là, que le Rwanda ne pille plus, alors les Américains pèseront pour que la paix se rétablisse. Non, mais ils n'ont peut-être pas tort de dire ça aussi. Moi, je pense qu'ils ont tort. Non, parce que, regardez, ce qui est vrai, au-delà de l'habillage politique et diplomatique, il y a une réalité que nous ne devons pas mettre de côté. Et la réalité, c'est que le Rwanda a toujours été comme un État pont, un État commission, un État passerelle, je dirais même, pour profiter des intérêts des multinationales et tirer des dividendes après. Et tous, nous savons que le Rwanda est un partenaire privilégié des États-Unis. OK? Maintenant, pour le Rwanda, privilégié des États-Unis. Ouais, partenaire privilégié des États-Unis. Parce que le rapport du Rwanda avec les États-Unis, je parle des rapports diplomatiques et politiques, je crois qu'à une certaine mesure, dépasse les rapports de la RDC avec les États-Unis. Je peux vous évoquer plusieurs aspects. On y reviendra parce que je ne suis pas très d'accord. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, même pour obtenir un visa au Rwanda pour les États-Unis, c'est la moindre de choses. Et ça, c'est parce que les Congolais fouillent tout le temps à l'extérieur. Il n'y a aucun pays qui nous donne les visas facilement. Non, mais il faut avoir, le dire quand même. Mais il faut avoir une certaine confiance auprès de l'État, auprès de qui on veut avoir le visa. Parce que Kigali est organisé. Kigali, bon, est organisé. Je ne veux même pas entrer dans ces terrains-là, mais au moins, Kigali ou le Rwanda a un partenariat beaucoup plus privilégié vis-à-vis des États-Unis par rapport à la RDC. Alors, par là, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, le Rwanda, en fait, profite de tout ce qui se passe. Parce que la guerre à l'est du pays, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre à plusieurs connotations. Il y a essentiellement la question économique qui entre dans la ligne de compte. Et le Rwanda facilite toutes ces multinationales, facilite ses partenaires internationaux, et le Rwanda tire les dividendes. Posez-vous la question. Au nom de quelle crédibilité les partenaires du Rwanda viennent acheter de l'or que le Rwanda a illégalement puisé dans la réserve congolaise? C'est seulement au nom de leur partenariat politique et diplomatique. Alors que ces États-là pouvaient passer directement par la RDC pour avoir ces minéraux. D'où la logique de la RDC. Il faut couper le pont qu'on appelle le Rwanda. C'est-à-dire, si les États-Unis ont besoin de dealer avec la RDC, ne passez plus jamais par le pont qu'on appelle le Rwanda. Passez directement par la RDC. Et la RDC est flexible pour tout contrat, surtout un contrat qui se fonde sur le principe de la réciprocité. Le contrat gagnant-gagnant, comme l'a insisté le président de la République. Et c'est comme ça que le président Tshisekedi veut
directement dealer avec les États-Unis et non dealer avec les États-Unis en passant par le Rwanda. Et c'est ce qui dérange le Rwanda. Non, je trouve que c'est là où, en fait, nos stratèges n'ont pas fait une bonne analyse. Rappelez-vous que ça ne commence pas aujourd'hui, ça commence depuis 2019. On se rappelle du reportage d'Alain Foka, du grand frère Alain Foka, qui a interrogé BCD à l'époque. La logique du président de la République, c'était que le Rwanda, voilà, la guerre est essentiellement économique, on va aller voir le Rwanda. De toute façon, si on se bat pour les minerais, pourquoi se battre alors qu'on peut, voilà, co-gérer, dealer et tout ça. Il dit, bon, tu as des contacts, je te donne la possibilité de raffiner des choses chez toi, moi j'aurai un royalties, tu vends à tes contacts. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché en fait parce qu'on s'est rendu compte plus tard qu'il n'en était pas grand-chose. Quand vous regardez, vous consultez les chiffres, les Rwandais exportent essentiellement auprès de qui? Les États-Unis sont 7e dans la liste des pays qui profitent des exportations venant directement du Rwanda. Et 7e pour des matières d'ailleurs qui ne sont pas très très stratégiques. Très récemment, le tungstène a été exporté, mais c'était dans un cadre d'accord récemment signé et tout ça. Vous allez vous rendre compte que ceux qui en profitent le plus, ce sont les Chinois, qui sont nos premiers partenaires économiques en matière minière. Et après, il y a la Malaisie, il y a le Qatar, il y a tout ce monde-là. Les États-Unis sont loin. Ça, c'est de 1. De 2, les États-Unis ont une loi, je crois la loi Front-Dont, sur la traçabilité des matières. Cette loi-là fait que les entreprises américaines ne savent pas acheter directement au Rwanda. Rappelez-vous qu'on a fait un procès à Apple. Le ministre de la Justice a fait un procès à Apple. Pourquoi ce procès n'a pas évolué? Parce que Apple a démontré que ça fait des années qu'ils n'achètent pas par le Rwanda. Ils achètent soit par la Malaisie, soit par la Chine. Parce que quand ça quitte le Rwanda pour arriver là-bas, c'est crédible. Tu vois, il y a des papiers qui sont établis, qui font que voilà, c'est crédible. Le troisième aspect, c'est que notre exploitation est totalement artisanale aussi. Ça veut dire que toi, moi, on peut avoir, voilà, on travaille dans les carrés miniers, on peut avoir de l'or, du coltan, parce que les Chinois, on est dans une entreprise chinoise. Mais généralement, on va vendre où? On va vendre au Rwanda et au Kampala. C'est les Congolais qui vendent à Kigali et au Kampala. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des comptoirs, ils ont des raffineries et qu'ils offrent le plus. Donc, si moi je viens te vendre quelque chose, on établit un acte d'achat. C'est à toi, juridiquement. Bon, je ne refuse pas. C'est peut-être ça aussi la faiblesse de la RDC. Tout à fait. Démanquer cet aspect. Un cadre organisationnel. Mais aussi un aspect industriel. Justement. Parce que nous n'avons pas des machines pour traiter nos minerais. Ouais. Parce que nous n'avons pas des machines pour extraire le minerai. Le Rwanda profite. Le Rwanda met en place des machines qui traitent le minerai. Et donc, lorsque le partenaire de la RDC prenne le minerai, il passe par le Rwanda pour traiter. C'est plus facile. Et le Rwanda profite. D'où l'intérêt du président de la République de ramener un type de contrat d'investissement avec les États-Unis pour créer des industries minières. Ça ne va pas se faire. Non, mais pourquoi pas? Ça ne va pas se faire parce qu'on l'a fait avec les Chinois. Est-ce que les Chinois ont industrialisé l'exploitation minière? Non, mais attention. Ils en ont toute la capacité. Attention. Ils en ont le moyen. Oui. En plus, une deuxième chose, les États-Unis exploitent les minerais où? En tant qu'État, au monde. En tant qu'État. Ils sont au Chili par l'intermédiaire des entreprises, un peu comme font les Chinois et tout le monde. Ils vont venir faire ce qui s'est fait. Ils vont sous-traiter. Et de temps en temps, ils sous-traitent. Moi, je ne vois pas les États-Unis, je ne vois pas une grande firme américaine venir installer une industrie. Ça va se faire sous-traiter par les Chinois. Et c'est là où je condamne le gouvernement dans son approche. Parce que, en fait, le gouvernement ne s'est pas rendu compte que, d'abord, Kigali est conseillé par qui? Kigali est conseillé par les Anglais. Qui lui disent quoi? Ils disent, écoute, la politique en Europe, ce n'est pas les politiques qui décident. C'est les complexes capitalistes. Ça veut dire, c'est les militaires et les hommes d'affaires. Donc, si tu veux avoir tout le temps l'attention de l'Occident, il faut leur vendre l'aspect économique du conflit. Et c'est ça que Kigali fait tout le temps.
Et Kigali profite d'une chose. La désorganisation à l'intérieur de la RDC est un argument pour lui, un argument économique. Parce qu'il dit quoi? Il dit, regardez, venez chez moi, je peux sécuriser vos investissements, je n'ai pas de corruption. Alors qu'en RDC, il y a la guerre, il y a l'insécurité et il y a la corruption. Et c'est comme ça que les Occidentaux, toutes les banques, tout ce que tu veux, écoutent ce que Kigali dit. Mais nous, au lieu de faire la même chose, nous, on est allé faire un partenariat avec l'État. Non, mais Eli, il y a un piège. Ouais. Il y a un piège que beaucoup de gens ignorent. Et je l'ai évoqué dans plusieurs tribunes les semaines passées. Ouais. Le piège, c'est la démocratie. Vous savez, aujourd'hui, si le Rwanda devient un tout petit peu fort, parce que le Rwanda a pu enraciner son pouvoir politique dans le temps. Moi, aujourd'hui, j'ai dit la démocratie devient un piège qui ralentit d'ailleurs surtout le développement économique de notre pays. Okay. Je m'explique. Vous prenez toutes les nations de vieille démocratie, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, la France, la Belgique. Ouais. Ces nations n'ont pas relevé les niveaux de leurs armées, non pas par la démocratie. Ils ont relevé leur économie, leur armée, c'est-à-dire leur système de défense et de sécurité, au moyen des régimes autoritaires, autocratiques, des régimes d'oligarchie, des régimes aristocratiques, etc., qui n'avaient rien à voir avec la démocratie. La démocratie est venue après pour embellir les systèmes de gestion de toutes ces nations-là. Et puis la démocratie n'a pas tué l'aristocratie. Bon, d'ailleurs, hein. Malheureusement, chez nous, nous sommes dans un régime démocratique. En même temps, l'armée n'est pas encore consolidée. En même temps, l'économie du pays n'est pas encore consolidée. Mais il est où le lien? Je ne vois pas les liens. Non, le lien, c'est... En quoi est-ce que la démocratie est néfaste à l'armée, en fait, à l'économie? Je voudrais ici insister sur la stabilité du pouvoir politique. Ouais. Parce que pour moi, j'estime qu'on construit l'armée avec la stabilité du pouvoir politique dans le temps. C'est le pouvoir politique qui donne l'impulsion sur l'armée. C'est le pouvoir politique qui donne de l'ordre à l'armée. Je suis d'accord. C'est le pouvoir politique qui conçoit les stratégies et les politiques de sécurité et défense et que l'armée a l'obligation d'exécuter. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, si le pouvoir politique est changeant et dynamique, ça va affecter l'armée. Regardez un peu dans le parcours historique de notre pays. À quel moment notre armée a été forte et stable au niveau de la sous-région? C'était au moment de la dictature de M. Mobutu. Pourquoi? Parce que le pouvoir de M. Mobutu était stable dans les 32 ans de règne, ce qui a créé des conséquences positives sur l'armée, et Mobutu a su imposer sa politique, ses stratégies au niveau de la sous-région. La place que prend le Rwanda aujourd'hui, c'était pratiquement la place d'Isaïr à l'époque. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ce qui voudrait dire il faut que le président Tshisekedi reste encore le plus longtemps possible pour enraciner son pouvoir. Mais pourquoi vous pouvez le comprendre pour le cas du Rwanda avec Paul Kagame? Non, le problème... Kagame est puissant parce qu'il règne le plus longtemps possible. Non. Le problème, c'est pas le temps qu'on passe au pouvoir. C'est aussi la stabilité politique. Je vais reprendre l'exemple de Mobutu que tu as pris. Ouais. Il a fait 32 ans, mais il n'a rien consolidé en vrai. Parce qu'au bout de quoi? Au bout de 7 ans, on a détruit, en fait, on est arrivé, une rébellion et une pression politique à l'interne est arrivée à détruire tout cet empire-là. Tout cet empire. Justement, c'était ça l'idée. Le problème, c'est pas la durée. Effondrer mais pourquoi la puissance de M. Mobutu en introduisant la démocratie comme mode de gestion de la Pourquoi on y est arrivé alors qu'il avait déjà 25 ans de stabilité? En 25 ans, on pourrait se dire qu'il a construit une armée, franchement, qu'on ne peut pas détruire en 7 ans. Ouais. La fin de Mobutu, l'armée était complètement... Mais on a vu tout ce qui n'allait pas dans l'armée. On a vu le tribalisme, la corruption, tout. Pour dire ceci, pour dire que le problème, ce n'est pas la durabilité des mandats. Ouais. Le problème de la stabilité du pouvoir politique repose sur la qualité de l'élite. Si, moi, c'est vraiment... ça repose sur la qualité... Nous sommes en Afrique. Si, ça repose sur la qualité de l'élite. Nous sommes en Afrique. Et moi, je suis désolé de te le dire, je ne trouve pas cette qualité de l'élite. Ouais. Je ne l'ai pas trouvée dans la Kabylie. Ouais. Je ne la trouve pas dans l'UDPS. Et les années Mobutu,
d'abord, Mobutu profite de quoi? Il profite de l'héritage colonial, on va se le dire. Il profite et de puis la après, stabilité industrielle et entrepreneuriale que la colonisation, enfin, la colonie l'avait légué comme héritage la islamique. colonisation avait laissé comme héritage, qu'il détruit d'ailleurs en 74 avec la saharianisation parce qu'il a mal fait. Il a donné. Non, il avait juste voulu migrer de l'héritage colonial à l'héritage aux national acquis du pouvoir actuel. Mais il a mal fait. Tout à fait normal. Le projet était impeccable. Mais il a mal procédé. C'est-à-dire qu'il a donné aux gens qui n'en avaient aucune maîtrise, aucune compréhension, et voilà, il a bradé. Tu as raison, le cas de la Gécamine aussi. Effectivement, il a bradé cet héritage-là en individualisant son pouvoir. Deuxièmement, Mobutu a quand même profité de, comment dire, d'une élite politique tout petit peu de qualité. Tout petit peu. Je dis vraiment tout petit peu. Quand on prend des cas de gens comme des Kengo, des Nguns Karliben, c'était des gens de qualité. Mais bon, en politique, l'individualité ne suffit pas, parce que c'est le système qui est plus pesant. C'est le système qui est plus pesant. Donc, pour revenir à notre petit échange sur la démocratie, moi, je ne pense pas que le problème soit la durée des mandats. Si on dit la durée des mandats, comment on explique que depuis le 19e siècle, l'armée américaine reste la plus puissante, alors qu'ils ont une démocratie de 4 ans? Ils ont une durabilité de 8 ans à peu près pour une seule personne. Non, mais avant que les États-Unis arrivent à ce point-là, ils ont consolidé, ils ont posé des bases. Oui. Aujourd'hui, vous savez, savez, il n'y a pas un président américain qui a fait, je ne sais pas moi, 30 ans, 50 ans. En fait, je vous ai dit au départ que toutes ces grandes nations ont bâti leur nation, non pas avec les régimes démocratiques. C'est-à-dire qu'ils ont posé les bases solides et puis après, ils embellissent maintenant avec la démocratie. En fait, la démocratie, c'est juste la dimension de la participation du peuple dans la gestion que nous avions déjà bâtie au départ. Ouais. C'est ça l'esprit. Donc ça ne change pas grand-chose. Or, malheureusement, nous voulons commencer à bâtir la nation avec la démocratie. Ça, c'est un grand piège. Mais il n'y a pas de changement. Si la démocratie n'influence pas autant la stabilité d'un État, parce que c'est juste qu'on rajoute juste la vie du peuple. D'ailleurs, moi j'aime tellement la définition de la démocratie qui dit pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Si vous remplacez le peuple par un adjectif qualificatif, vous avez la qualité de ce pouvoir. Non, mais malheureusement, le problème, l'acteur, cher Elie, malheureusement, l'acteur politique que nous sommes, nous regardons très généralement la démocratie que dans un seul aspect. Parce qu'on manque de qualité. La démocratie politique. Parce qu'on manque de qualité. Est-ce que tu sais qu'on peut mettre de côté les élections? On peut mettre de côté la participation du peuple par la voie électorale, supprimer les élections, supprimer tout ce qui va avec les élections, la démocratie politique, etc. Mais être en démocratie. Et être un État démocratique. Bien sûr. Les cas, par exemple, de la Chine et d'autres nations. Bien sûr. Parce que la démocratie peut être perçue aussi sur le plan social. Oui. La démocratie et sociale. sur le plan institutionnel surtout. La démocratie économique. La démocratie culturelle. Un État comme la Chine, vous allez dire que nous sommes un État plus démocratique que la Chine? Je ne pense pas. La Chine, c'est un Alors État que la démocratique. Chine n'applique pas les mêmes modèles de la démocratie comme la RDC aujourd'hui. Je suis d'accord. C'est comme ça que je reviens. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'on reste un État économiquement démocratique, socialement démocratique, culturellement démocratique, technologiquement démocratique, qu'un État politiquement démocratique. Mais Parce que lorsqu'on parle de l'État politiquement démocratique, c'est cela le danger. Tshisekedi gère le pays aujourd'hui. Il fait le contrat avec les partenaires internationaux. Aujourd'hui, vous savez, il y a tout un grand projet, notamment celui des ports en eau profonde de Banana. C'est un grand projet avec un investissement étranger. le projet Lobito. Mais le corridor des Lobito et tout le reste. Mais malheureusement, lorsqu'un autre président viendra pour remplacer M. Tshisekedi, il va tout changer. Mais ça, c'est pas la démocratie. Non, mais C'est pas la démocratie. j'ai dit ceci. Parce que, attendez. Je dis ceci. Non, pardon. Juste, Non, c'est la démocratie. Non, mettons- Pourquoi? Parce qu'il y a mettons un changement point de d'honneur. régime. Non, mettons un point d'honneur là-dessus. Ouais. Vous savez que le corridor Lobito, Ouais. c'est Biden qui a commencé ça. Pourquoi quand Trump vient, il ne change pas? Parce que c'est un projet d'État. Justement. Parce que les problèmes chez nous, c'est quoi? Les problèmes chez nous, c'est quoi? On n'a pas la stabilité des institutions. Pourquoi? Par manque de la qualité du dirigeant. Je n'ai même pas envie de dire la qualité de l'homme politique, mais la qualité du dirigeant. Ça veut dire qu'on a pris les institutions de la République,
on en a fait à l'image des individus. C'est ça en fait la difficulté qu'on a. Vous pouvez peut-être avoir raison C'est en la partie. difficulté qu'on a. Mais il y a aussi un système politique qui fait défaut. Non, moi je ne pense pas que le système politique fasse défaut. Imaginez que l'État décide de faire un projet. Ouais. Comme Semane qu'il soit là ou pas, il existe un principe en démocratie qui s'appelle la continuité de l'État. Ouais. Tu ne peux pas venir commencer à revoir tout le projet que l'État a opté parce que toi, tu ne faisais pas partie de cette machine étatique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement. Il n'y a aucune démocratie au monde qui fonctionne comme ça. Et ça, c'est notre problème. Non, ça existe. C'est dans la réalité. Non, je ne refuse pas. La France pratique la continuité de l'État, l'Angleterre, les États-Unis. Je suis bien d'accord. Nous, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on est une élite de mauvaise qualité. C'est ça le problème. Bon, aussi, en fait, vous savez, les systèmes politiques s'adaptent selon le contexte de chaque pays, selon les mentalités de chaque peuple. Mais la médiocrité, ce n'est pas une mentalité. Hein. Non, c'est un vice. Moi, je ne fais pas la promotion de la médiocrité, voilà. Rassurez-vous. Je suis quelqu'un quand même qui prône la qualité de vie communautaire et donc je souhaite bien qu'il y ait de l'excellence, je souhaite bien qu'il y ait une qualité de gouvernance dans le chef de ceux qui dirigent le pays. Mais seulement, il faudrait qu'on se le dise, le système politique que nous avons aujourd'hui ne correspond pas aux problèmes, aux réalités congolaises. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je dirais plutôt que les hommes et les femmes qui gèrent les institutions depuis un bon moment, depuis 30 ans, ne correspondent pas, en fait, n'ont pas la qualité de la bonne gouvernance. Moi, je pense profondément que le problème congolais, c'est celui de la bonne gouvernance. Le problème africain, d'ailleurs, c'est celui de la bonne gouvernance. Ouais. Justement, je le dis, d'ailleurs, pour te relancer un peu sur... parce qu'on va parler un peu de dialogue aussi, pour te relancer un peu sur la guerre à l'Est. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui disent ça fait 30 ans que la guerre existe au Congo, c'est uniquement pour des raisons d'exploitation minière. Mais pourquoi ça ne fait pas 30 ans qu'on attaque le Katanga? Parce que là-bas aussi, il y a l'exploitation minière. Pourquoi le Katanga est en paix? Pourquoi c'est les Kivu? Et moi, je l'ai dit, je salue d'ailleurs Marc Diana, je lui dis sur un plateau, je lui dis, faire l'analyse de la guerre, comprendre la guerre par la seule hypothèse économique est une erreur. Et ça, c'est en fait la diversion dans laquelle Kagame nous amène. Pourquoi? Parce qu'il sait que les Occidentaux, par leur système capitaliste globaliste, ne peuvent comprendre, en fait, ne peuvent s'investir que si on leur présente les intérêts économiques, parce qu'aujourd'hui, en fait, la politique en Europe, c'est les banques, c'est la finance. Mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas des capitalistes. L'Afrique est comme, je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais est comme au Moyen-Âge de l'Occident. Vous n'allez pas me dire que quand la France et l'Angleterre se battaient pendant 7 ans, pendant 7 jours, pendant 100 ans, pendant 7 jours, c'était pour des raisons économiques. Nous avons des guerres pour des raisons idéologiques et pour des raisons de frontières. On rajoute à ça pour des raisons tribales. C'est ça, en fait, les raisons. La bonne analyse pour comprendre, en fait, les guerres qu'il y a en Europe, enfin en Afrique. Paul Kagame ne nous fait pas la guerre parce que ça lui rapporte de l'argent. Je ne pense pas. Je ne crois pas à cette hypothèse-là. Il nous fait de la guerre. Non. Si. L'argent est un moteur de cette guerre, mais ce n'est pas la raison. Et c'est quoi la raison? Moi, je pense que la raison fondamentale de Paul Kagame est une raison idéologique. Je le dis pourquoi. Je t'explique un truc en très peu. Paul Kagame, c'est qui? Paul Kagame, c'est un enfant qui naît de réfugiés de la révolution des 59. Quand les Tutsis sont chassés du Rwanda en 59, ils sont partis un peu de partout. Et ce mouvement-là, idéologiquement, c'est un mouvement minoritaire qui voulait prendre le pouvoir. Les Hutus les ont chassés. Et ils sont partis partout, mais l'idéologie est restée. Et Paul Kagame a grandi dans cette idéologie-là. Dans les années 80, il va rejoindre le maquis de Museveni. Il fait la guerre qu'il gagne en Ouganda. Et ensuite, en 94, il gagne la guerre chez lui, où les Tutsis reprennent le pouvoir. Et aujourd'hui, dans la tête de Paul Kagame, quand je dis Paul Kagame, je vois le régime. Les FDLR, ils le voient dans la même tracée. Ça veut dire pour lui que le FDLR aujourd'hui soit inoffensif, ça ne veut rien dire. Parce qu'il s'est dit, entre 59
et 1980, eux aussi, ils étaient inoffensifs. Tu vois? Et lui, il s'est dit, je ne peux pas laisser ces gens-là, qui sont idéologiquement conçus avec la râgne de venir reprendre le pouvoir, je ne peux pas laisser ces gens-là s'organiser ne serait-ce qu'une seconde. Parce que moi, on m'a laissé m'organiser une seconde, je suis venu prendre le pouvoir. Donc, en fait, c'est un protectorat de régime. Il faut et ça, on doit le comprendre. Non, il faut situer cette question, en fait. Ouais. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a l'approche idéologique, mais seulement l'approche idéologique au niveau du Rwanda, c'est circonscrit dans le cadre de ses stratégies ou politiques nationales, en interne. Je suis d'accord. Mais sur le plan externe, le Rwanda affiche maintenant des intérêts économiques. Tout à fait. Et c'est une diversion. Des intérêts économiques. C'est une diversion. C'est comme ça que l'accord de Washington va échouer. C'est comme ça que je t'ai dit tout à l'heure que le Rwanda agresse le Congo, non pas pour des intérêts idéologiques. Si. Non, pour des intérêts économiques. Si. Je reviens. Attends. Non, pardon, je te relance une parenthèse. Les points clés de l'accord de Washington, c'est la neutralisation des FDLR. Bon, cette histoire non, cette histoire, cher ami Eli. Pour le Rwanda, c'est les points clés. Non. Toute leur communication est faite sur ça. Non, les FDLR pour le Rwanda, c'est une stratégie de défense. Existentielle. Vous savez pourquoi? Parce que le Rwanda est bien conscient que la RDC a réussi par convaincre la communauté internationale sur l'agression rwandaise contre la RDC. Et les faits sont là, les rapports sont établis par des agences des Nations Unies, des succursales ou représentations des Nations Unies dans diverses nations, le cas de la MONUSCO qui a aussi dressé des rapports avec de preuves à l'appui. Maintenant, pour faire un jeu d'équilibre autour d'une table de négociation, il faudrait revenir avec un alibi. Et l'alibi du Rwanda, c'est les FDLR. Maintenant, il y a une question. Où se trouvent les FDLR? N'est-ce pas dans la partie est du pays? Qui contrôle aujourd'hui la partie est? C'est Kigali. C'est Kigali. Mais pourquoi Kigali n'en finit pas avec les FDLR qui se trouvent dans une zone où c'est Kigali qui gère? Parce que ça... C'est un alibi. Non. C'est un faux fuyant. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, Kigali commence à considérer même les Ouazalendo comme les FDLR? Permets-moi de répondre à cet argument. Hein. Permets-moi, parce qu'on est dans la réflexion. Je prends parti pour le Rwanda. Mais permets-moi de répondre à cet argument. En fait, la question des FDLR pour Kigali est une question existentielle pour le régime. Ça veut dire que dans la tête du régime, je le considère comme une stratégie des répliques. Pour créer de l'équilibre. Oui. Pour dire, nous, on agresse le Congo parce que le Congo nous agresse aussi. Non. C'est une stratégie. Parce que les FDLR n'agressent même pas le Rwanda. Il n'y a aucun rapport qui est établi. Ça, c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Il n'y a aucun rapport qui établit le fait qu'un jour, il y a une attaque des FDLR. Ça n'existe pas. Ils sont inoffensifs. Mais pourquoi est-ce que le Rwanda n'arrête pas? Si en fait, au nom de l'histoire des prises de pouvoir du Rwanda, comme je t'ai dit, le RPR, en fait, dans la tête de RPR, FDLR, c'est comme les RPR. Ils n'ont pas été offensifs depuis 59 jusqu'à 80, mais cela ne leur a pas empêché de prendre le pouvoir en 94. C'est comme ça que la question de FDLR, pour le Rwanda, sera toujours un alibi justificatif pour lui de nous agresser. Même si on donne tout le Kivu à Kigali, puisqu'il faut surveiller le FDLR dans la durée, dans le long terme, cette question restera toujours pendante. Alors, ça implique quoi? Ça implique que nous devons comprendre. Parce qu'on comprend cette posture rwandaise-là, la seule solution pour nous, le seul aspect pour s'en sortir, c'est construire une puissance. Construire une puissance dissuasive, notamment militaire et économique, pour ne jamais permettre que Kigali foute ses pieds au Congo. Si on ne fait pas ça, moi je vous le jure, on rentre dans les dialogues, on va dialoguer demain. Mais dans les mois, dans les années qui suivent, le Rwanda va poser le même problème au nouveau gouvernement qui sera là. Il va leur dire, nous, le FDLR, ça existe. Hier, le FDLR, c'était sur les montagnes. Aujourd'hui, c'est devenu les Ouazalendo. C'est l'armée. Demain, ça va devenir dans le gouvernement. Alors, la plus bonne façon pour arrêter ces discours malicieux du Rwanda, c'est être puissant. C'est être puissant. Effectivement. Je suis d'accord. Effectivement. C'est de frapper le Rwanda. Effectivement. Leur dire qu'écoutez, si vous continuez à faire ça... Parce que
On va réagir. Monsieur Kagame n'a pas un autre langage qu'il comprend mieux si ce n'est pas les langages de la force. Tout à fait. Et il a dit lui-même, hein, mais seulement la paix, ce n'est pas une faveur. Pour que la RDC retrouve cette force-là, la RDC doit poser des bases qui vont solidifier son pouvoir politique, son pouvoir économique. D'où la question de la gouvernance. Ouais, la question de la gouvernance. Est-ce que tu penses qu'avec le dialogue, est-ce que tu penses que pour faire ça, pour faire ce que tu dis là, il faut partir d'un dialogue? Bon, pour moi, le dialogue, je le trouve inopportun. Parce que le dialogue ne va pas résoudre le problème sécuritaire que nous avons. Vous croyez vraiment que si Kagame n'a pas pu respecter la résolution 2773, qui a un caractère contraignant d'ailleurs, avec ses effets juridiques sur le plan international, parce qu'il s'agit d'une résolution venant du Conseil de sécurité des Nations Unies, si Kagame n'a pas respecté l'accord de Washington signé devant le président Trump, le président américain, pensez-vous que Kagame aura peur et va se décider de quitter le territoire congolais parce qu'il y a un dialogue qui réunit Tshisekedi avec Jean-Marc Abound, Tshisekedi avec Matata, Joseph Kabila, Katumbi et le reste? Je ne pense pas. Le dialogue est une stratégie interne. Et le dialogue, c'est un moyen de survie politique pour les acteurs politiques congolais, surtout les opposants. C'est une assurance vie politique pour les opposants. Je vous explique. Cher Eli, dis-moi un peu, par quel mécanisme, si ce n'est pas le dialogue, Joseph Kabila peut rebondir dans la scène politique, dans le contexte d'aujourd'hui? Pensez-vous que ce que fait Corneille Nangaa, admettons dans l'absurdité la plus extrême, Corneille Nangaa arrive à faire un coup d'État et il renverse le pouvoir de M. Tshisekedi? Kabila va revenir. Vous pensez que Corneille Nangaa va appeler Joseph Kabila pour qu'il devienne président de la République? Non, il ne deviendra pas président, mais il sera un acteur. Il sera un acteur, mais pas président de la République. Est-ce qu'il veut absolument être président? Est-ce que c'est indispensable pour lui d'être absolument président? Écoute, mon frère, cher Eli, Kabila veut revenir aux affaires, il veut revenir président de la République dans ce pays. Je ne crois pas beaucoup. Mais seulement, je crois qu'il veut juste être tranquille chez lui. Pour Kabila, la formule, c'est le dialogue. La formule politique pour Joseph Kabila, ce n'est pas le M23, l'AFC, pour revenir au pouvoir. Le M23, AFC, c'est un moyen juste pour le départ de Tshisekedi. Mais pour que Kabila revienne aux affaires, il faut trouver des formules politiques internes parmi lesquelles il y a le dialogue. C'est par le dialogue que les Kaboun... Et c'est comme ça que les Kaboun la mettent les pressions. Donc c'est ils utilisent aujourd'hui un forcing parce que parce que si les rebelles arrivent à obtenir un coup d'État et renversent le pouvoir de Félix Tshisekedi, on va revenir à un point de départ. C'est-à-dire c'est Nanga qui va déterminer l'avenir du Congo. C'est Nanga qui va choisir qui deviendra ministre dans mon gouvernement. Et peut-être que ça sera encore un autre deal où le gouvernement congolais sera scindé à deux. Vous avez d'une part des sujets rwandais, les ministres au sein du gouvernement, et vous avez de l'autre côté un groupe de Congolais qui composent le gouvernement, mais qui obéissent à une certaine mesure au dictat politique venant du Rwanda. Encore une fois, nous serons un État sous-traité par le pouvoir politique de Kigali. Je reprends à cet argument-là parce qu'on est à la fin. On nous dit que le temps qui nous a été donné est fini. Je reprends cet argument-là. L'argument que vous venez de donner en conclusion, en fait, justifie pourquoi je crois au dialogue. Parce que je ne veux absolument pas que la FC-M23 arrive à Kinshasa. Si la FC-M23 arrive à Kinshasa, nous vivrons ce que vous dites tout à l'heure. Ça veut dire qu'on vivra l'infiltration au plus haut sommet de l'État. On va vivre la sous-traitance de notre pouvoir politique par Kigali. Exactement. Et moi, j'en veux pas. Il faut donc un dialogue. Mais il n'y aura pas de dialogue sans l'obtention de la paix. Dans la partie Est. Je suis d'accord. S'il n'y a pas de paix, il n'y aura jamais de dialogue. Le dialogue va permettre justement... C'est le seul préalable. Moi, je pense que le dialogue peut... En fait, j'en parle dans les concepts. Après, on reviendra à ce que tu dis sur la survie politique. Je pense que le dialogue va permettre d'abord... Le premier préalable, c'est les dépôts des armes. C'est-à-dire on retrouve une paix. Évidemment, il y aura beaucoup de conditions, il y aura de l'infiltration, tout ce que vous voulez, parce qu'on ne peut pas faire un dialogue sans brasser, sans mixer. C'est impossible. Il faut arrêter de rêver.
Deuxièmement, le dialogue devra permettre, en fait, une forme d'unité nationale pour organiser le pouvoir politique. C'est pour ça que le dialogue auquel moi je crois, c'est le pacte social. Parce que le prêtre ne propose pas qu'une discussion politique pour que les uns et les autres se retrouvent aux institutions. Le prêtre propose un nouvel ordre républicain qui doit tenir compte, en effet, de la qualité des hommes et des femmes qui seront à la tête des institutions. Mais je suis d'accord avec toi, cette proposition aussi profonde va souffrir des appétits gloutons de politique. Ça veut dire que Jean-Marc Aboum ne va pas laisser la place à Manix Yenda au nom de la compétence. Parce que la politique chez nous, ce n'est pas un monde des idées. La politique chez nous, c'est un monde du militantisme. Tu vois, chez nous, les gens sont en politique pour militer, pas pour construire les idées. Et c'est ça notre faiblesse. C'est comme ça que je reviens vraiment pour conclure que le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème de la bonne gouvernance. C'est-à-dire que ce dialogue qui arrive, je suis d'accord avec toi, ne va pas être la solution parce qu'on ne rentrera pas dans la profondeur de la discussion. On ne parlera pas des questions de gestion, on ne parlera pas des questions de politique publique, on parlera de qui doit être où, pourquoi et comment et faire quoi. Mais non, moi, la question et c'est là où le Kigali nous a, depuis 30 ans. Mais pourquoi les opposants insistent autant pour la tenue du dialogue? Mais tu as répondu. Pendant que le mandat du président Tshisekedi est encore son cours normal. Pourquoi voulez-vous qu'on se retrouve parce qu'ils ne veulent pas que l'FC M23 arrive à Kinshasa en plein mandat. Mais on a fini. Qu'ils combattent alors l'ennemi ensemble avec le président Tshisekedi. On a fini. Et puis, peut-être pour choquer en finissant, vous savez que Tshisekedi est l'alpha et oméga du dialogue. Ah, ça c'est tu en tireras toutes les responsabilités. Non, mais il n'y a pas de dialogue sans Tshisekedi. C'est lui qui détermine l'opportunité. AFC M23 ne dit pas la même chose. Hein. Non, mais c'est eux, ils disent ils vont dialoguer sans lui. Non, mais malheureusement, il n'y aurait pas de dialogue si Tshisekedi ne donne pas son avis. On a fini, maître. C'était un plaisir. Les duos. L'échange était intéressant. Oui, j'ai trouvé aussi. J'ai l'impression qu'on a fait que 20 minutes. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait 20 minutes. Ouais. Qu'on s'habitue, on va se retrouver de temps en temps. D'ailleurs, on va se retrouver peut-être très très prochainement pour d'autres sujets d'actualité. Que les gens s'habituent à nous suivre. Les duos. Les duos. On va se rencontrer pour donner nos avis sur l'actualité. Ici, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de politique. Il n'y a que deux Congolais qui réfléchissent. Voilà. Dans l'altérité, dans la culture démocratique, dans la tolérance et dans le respect de point de vue de tout un chacun. Effectivement. Et comme on réfléchit en public et que vous pouvez interagir et être en contact avec cette réflexion, on va l'exposer, on va le mettre sur toutes les plateformes digitales, numériques. On mettra un peu partout. Donc, suivez nos pages respectives, suivez nos chaînes respectives parce que cette petite tranche télévisée va vous parvenir à partir de là. Et si vous avez un commentaire, n'hésitez surtout pas à le laisser. Et quiconque veut participer, veut rejoindre la dynamique, c'est ouvert à tout le monde. La question, c'est avoir de la qualité, de la profondeur. Ici, le débat n'est pas polarisé. Ici, on ne fait pas partie des camps, mais ici, on réfléchit avec toute la liberté. J'espère que le CESAC ne nous tiendra pas rigueur pour nous censurer de temps en temps. C'était un plaisir en tout cas. J'ai hâte de te retrouver. J'ai hâte de te retrouver pour la prochaine fois. Merci. Allez.